Le fichier vidéo sur l'ordinateur portable de ma femme était horodaté de mardi dernier, 14h47. C'est à ce moment-là que Mélissa m'avait dit qu'elle était en réunion budgétaire et qu'elle finirait tard. Apparemment, l'idée que se faisait Éric Dalton de la planification budgétaire impliquait que ma femme soit penchée sur son bureau en acajou, gémissant son nom comme si elle passait une audition pour un film porno. Je m'appelle Nat Carter, j'ai 38 ans, et je débogue des systèmes informatiques depuis 15 ans. Rien ne m'avait préparé à déboguer mon mariage. Le dossier s'appelait « Assurance », ce qui, d'une manière tordue, était assez juste. L'assurance que je découvrirais exactement quel genre de femme j'avais épousée. « Papa, tu peux m'aider avec mes devoirs de maths. » La voix de Sophie parvenait de la cuisine, ma fille de 12 ans heureusement inconsciente que sa mère jouait la vedette dans un film pour adultes fait maison avec son patron. « J'arrive, ma chérie », ai-je répondu, en réduisant la fenêtre de la vidéo qui venait de détruire mon monde. Mes mains tremblaient en fermant l'ordinateur. Mélissa ne rentrerait pas avant 21h. Un autre dîner avec un client, avait-elle dit. Plutôt le dessert au Marriott du centre-ville. La cuisine sentait la lasagne surgelée que j'avais réchauffée pour le dîner. Mélissa cuisinait avant, quand elle faisait encore semblant de se soucier de son rôle d'épouse et de mère. Maintenant, elle était trop occupée à gravir les échelons de l'entreprise sur le dos. Ce sont les fractions, papa. Je déteste les fractions. Sophie a poussé sa feuille d'exercice vers moi, ses cheveux sombres tombant sur son visage. Elle ressemblait tellement à Mélissa que ça me faisait mal. Les fractions, ce sont juste des parties d'un tout, sauf, un peu comme maman et moi sommes des parties de notre famille. Les mots avaient un goût amer. Nous n'étions plus un tout. Nous étions des morceaux brisés prétendant s'emboîter. J'ai aidé Sophie avec ses devoirs pendant qu'Emma, 7 ans, coloriait à l'autre bout de la table en fredonnant sans mélodie. Ces filles étaient mon monde. Quoi qu'il arrive ensuite, je devais les protéger. À 21h15, la BMW de Mélissa s'est garée dans l'allée. J'ai entendu le claquement de ses talons sur le parquet alors qu'elle entrait par le garage. « Désolé, je suis en retard », a-t-elle lancé, sans avoir l'air désolée du tout. Le comte Peterson est un véritable cauchemar. Elle est apparue dans l'embrasure de la cuisine, toujours aussi belle à 36 ans. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés malgré sa prétendue longue journée. Son rouge à lèvres était frais. Son chemisier était froissé aux bons endroits. « Comment s'est passé le dîner avec le client ?» ai-je demandé, sans lever les yeux du lave-vaisselle que je chargeais. « Ennuyeux. Tu sais comment sont ces types du monde de l'entreprise. » Elle a pris une bouteille de vin dans le frigo. Je suis épuisé. Je pense que je vais prendre un bain et me coucher tôt. Le comte Peterson, c'est ça? Quoi? Tu as dit que le comte Peterson te posait des problèmes, mais tu n'as pas conclu ce marché le mois dernier? Pendant une fraction de seconde, son masque est tombé. Puis elle a ri. Ce son cristallin qui, autrefois, faisait battre mon cœur et qui maintenant me retournait l'estomac. Ai-je dit Peterson? Je voulais dire Patterson. Mon Dieu, je suis plus fatigué que je ne le pensais. Elle s'est versé un généreux verre de chardonnay. Tu sais comment je suis quand je suis stressé. Oui, je savais exactement comment elle était quand elle était stressée. Apparemment, elle se mettait nue avec Éric Dalton. Après qu'elle eut disparu à l'étage, je me suis assis dans mon bureau, fixant le mur. 15 ans de mariage, 2 filles magnifiques, un crédit immobilier, des comptes bancaires joints, des rêves partagés qui ressemblaient maintenant à des mensonges élaborés. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Ravière, mon meilleur ami depuis l'université. Soirée poker jeudi. Mike apporte le bon whisky. J'ai fixé le message. La soirée poker du jeudi avec les gars semblait appartenir à une autre vie. Avant que je sache que ma femme me trompait, avant de l'avoir vue accomplir avec son patron des actes qu'elle n'avait jamais fait avec moi. Un autre SMS est apparu. Celui-ci, de Mélissa. Oublié de te dire, je travaille encore tard demain. Grosse présentation vendredi. J'ai failli rire. Grosse présentation. C'est comme ça qu'on appelait ça maintenant. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai de nouveau regardé le dossier vidéo. Il y avait 12 fichiers. 12 fois où ma femme avait trahi notre mariage, nos enfants, notre vie commune. Le plus ancien datait de 3 mois. 3 mois de mensonges, de faux sourires au dîner, de moments où elle se retournait dans le lit en prétendant être trop fatiguée.
Mais elle n'était pas trop fatiguée pour Éric Dalton. Mes mains se sont serrées en poing. Je voulais monter, lui jeter l'ordinateur au visage, exiger des réponses. Mais ça, c'est ce que l'ancien Nat aurait fait. Le Nat confiant et naïf, qui croyait aux mariages heureux et aux épouses fidèles. Ce nouveau Nat allait être plus malin. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur et j'ai tapé « Éric Dalton Dallas ». La biographie de son entreprise est apparue en premier. PDG de Dalton Industries, marié à Camille Dalton, 2 enfants. La photo montrait un homme d'environ 45 ans, avec des cheveux poivre et sel et un sourire arrogant. Le genre de type qui se prenait probablement pour le cadeau de Dieu aux femmes. Puis j'ai trouvé les profils de Camille sur les réseaux sociaux. Elle était belle d'une manière complètement différente de Mélissa. Élégante, sophistiquée, avec des yeux sombres et intelligents et des cheveux au burn. Ses publications portaient principalement sur des œuvres de charité et les activités de ses enfants. Elle ressemblait au genre de femme qui préparait des biscuits maison et qui était sincère quand elle vous demandait comment s'était passée votre journée. Le genre de femme que je pensais avoir épousée. J'ai étudié ses photos, cherchant des signes de malheur, des fissures dans la façade parfaite. Là, sur une photo de famille récente lors d'un gala de charité. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Sa main reposait sur le bras d'Éric, mais son langage corporel hurlait la distance. Peut-être que Camille Dalton n'était pas au courant des activités extra-conjugales de son mari. Ou peut-être qu'elle l'était, et qu'elle était simplement meilleure que moi pour cacher sa douleur. Quoi qu'il en soit, j'étais sur le point de le découvrir. Le lendemain matin, Mélissa est partie travailler avec un baiser sur la joue qui avait le goût d'une trahison. « Ne m'attends pas ce soir », a-t-elle dit en attrapant sa mallette. « Cette présentation va me tuer. »« Je suis sûr que tu vas assurer », ai-je répondu, le double sens lui échappant. Après avoir déposé les filles à l'école, je me suis rendu au Starbucks près de Dalton Industries. Si je voulais détruire l'aventure de ma femme, j'avais besoin d'informations, et les cafés étaient les endroits où les secrets de banlieue venaient mourir. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 10h30, 2 femmes en tailleur coûteux se sont assises à la table à côté de la mienne. J'en ai reconnu une de la fête de Noël de l'entreprise de Mélissa. Stacy de la compta, avec ses cheveux décolorés et son rire trop fort. Je n'arrive toujours pas à croire que Mélissa le fasse vraiment, disait Stacy en remuant du sucre dans son latte. Je veux dire, Éric Dalton est sexy, mais il est marié. Elle aussi, a répondu sa compagne, une rousse que je ne reconnaissais pas, mais tu as vu comment il la regarde en réunion, comme s'il voulait la dévorer toute crue. Elle dit qu'il est incroyable au lit, bien meilleur que son mari, a baissé la voix Stacy, d'un air conspirateur. Elle m'a montré une vidéo, j'ai failli m'étouffer avec mon café. Ma femme partageait notre vie sexuelle, ou son absence, avec ses collègues, et apparemment, elle partageait aussi des vidéos de sa liaison. C'est tellement risqué, a dit la rousse. Et si quelqu'un le découvrait? Qui va le dire? Son mari est un nerd de l'informatique qui ne remarque probablement même pas qu'elle est partie la moitié du temps. Un nerd de l'informatique. C'est ce que les amis de ma femme pensaient de moi. Un perdant inconscient qui ne pouvait pas satisfaire sa femme. Ils allaient découvrir à quel point ils avaient tort. Je les ai suivis jusqu'au parking, mémorisant les plaques d'immatriculation et les visages. Le savoir, c'est le pouvoir, et j'étais en train de constituer un arsenal. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai quitté le travail plus tôt et je suis allé à l'école de Sophie. La sortie des classes était à 15h15, et j'avais une intuition sur qui d'autre pourrait être là. J'avais raison. Camille Dalton se tenait près d'un SUV Mercedes noir, consultant son téléphone en attendant ses enfants. Elle était encore plus frappante en personne, grande, gracieuse, avec un air de confiance tranquille que la beauté tapageuse de ma femme ne pouvait égaler. Je me suis garé à proximité et j'ai observé. Lorsque ses enfants sont sortis, un garçon de l'âge de Sophie et une fille plus jeune, son visage s'est illuminé. Une vraie joie, pas le bonheur de façade que Mélissa affichait aux événements scolaires tout en textant secrètement son amant. Madame Dalton? Je me suis approché d'elle alors que les enfants montaient dans sa voiture. Je suis Nat Carter. Ma fille Sophie est dans la même classe que votre fils. Elle s'est retournée, de près, j'ai pu voir la tristesse dans ses yeux sombres. Oh, bonjour. Sophie Carter. Elle est dans la classe de Madame Henderson, n'est-ce pas? Thomas parle d'elle parfois. C'est exact.
Je me demandais si vous auriez une minute pour discuter des enfants. Peut-être prendre un café un de ces jours? Quelque chose a traversé son visage. De la surprise, peut-être de la méfiance. Excusez-moi, est-ce que je vous connais? Votre visage m'est familier. Je ne pense pas que nous nous soyons déjà rencontrés. Je travaille dans la tech et je crois que l'entreprise de votre mari utilise certains des mêmes fournisseurs que nous. Ah. Son expression s'est légèrement refroidie. Eh bien, je suis assez occupé avec le bénévolat et les emplois du temps des enfants. Peut-être pourrions-nous parler à la prochaine réunion de l'association des parents d'élèves. Elle était polie mais distante, se protégeant, peut-être contre les hommes qui pourraient avoir des arrière-pensées. Femme intelligente. Bien sûr. Je pensais juste que, comme nous sommes tous les deux confrontés au drame de la 6e, nous pourrions comparer nos notes. J'ai souri, en restant amical et non menaçant. Sophie a quelques problèmes d'amitié en ce moment, et je navigue à vue. Sa mère travaille tard souvent, donc c'est généralement moi qui gère les choses de l'école. Cela l'a adouci. Oh, je suis désolé. Ça doit être difficile, de tout gérer seul. Ça l'est. Mais on fait ce qu'il faut pour ses enfants, n'est-ce pas? Absolument. Elle a jeté un coup d'œil à ses enfants dans la voiture, puis est revenue vers moi. Vous savez quoi? Il y a un nouveau café sur M Street. On pourrait peut-être s'y retrouver demain matin après avoir déposé les enfants, disons à 9 heures. Ce serait formidable. Merci. En retournant à ma voiture, j'ai ressenti un étrange mélange de culpabilité et d'excitation. J'utilisais une femme innocente pour me venger de ma femme infidèle. Mais ensuite, je me suis souvenu de Mélissa penchée sur le bureau d'Éric, criant son nom, et la culpabilité s'est évaporée. C'était de bonne guerre. Ce soir-là, Mélissa est rentrée vers 22 heures, prétendant que sa présentation s'était prolongée. Elle sentait un parfum de luxe, pas celui que je portais. Comment ça s'est passé, ai-je demandé, en levant les yeux de mon ordinateur où j'avais fait des recherches sur les lois du divorce au Texas. Épuisant, mais bien. Éric pense qu'on va décrocher le contrat. Elle a enlevé ses talons et s'est frotté les pieds. Je vais prendre une douche et me coucher. Mélissa. Elle s'est retournée au bas de l'escalier. Tu penses parfois à ce que nous enseignons aux filles. Qu'est-ce que tu veux dire? Sur le mariage. Sur l'engagement. Sur ce que signifie être une famille. Son visage est devenu soigneusement vide. Je pense que nous leur apprenons que parfois, les adultes doivent travailler dur pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Pourquoi, Sophie se plaint encore que je travaille tard? Non, ce n'est pas ça. Je me demande juste si nous donnons le bon exemple. Je donne l'exemple d'une femme forte et indépendante qui ne reste pas assise à attendre que la vie se passe. Sa voix avait maintenant une pointe d'agressivité. Je suis désolé si cela menace tes sensibilités traditionnelles. Ça ne me menace pas, Mel. Ça me rend juste triste. Eh bien, peut-être que tu devrais te concentrer sur ton propre bonheur au lieu de juger le mien. Elle a disparu à l'étage, me laissant seul avec le poids de ses mots. Me concentrer sur mon propre bonheur. Peut-être qu'elle avait raison sur ce point. Peut-être qu'il était temps que je fasse exactement ça. Camille était déjà assise quand je suis arrivé au café, faisant défiler son téléphone avec un léger froncement de sourcils. Elle a levé les yeux quand je me suis approché, et son sourire semblait sincère cette fois. J'espère que ça ne vous dérange pas, j'ai déjà commandé, a-t-elle dit en montrant son grand latte. Urgence caféine. Pas du tout. Je reviens tout de suite. Quand je suis revenu avec mon café, elle regardait par la fenêtre avec la même expression distante que j'avais remarquée sur ses photos. Alors, ai-je dit en m'installant sur la chaise en face d'elle. Les drames amicaux de la 6e. Par où commencer? Elle a ri, et ce n'était en rien comme le son calculé de Mélissa. Mon Dieu, je ne sais pas. Thomas est rentré hier en pleurant parce que son meilleur ami, Jake, a soudainement décidé qu'il était trop bébé pour traîner avec lui. Apparemment, les nouveaux amis de Jake pensent que la lecture, c'est pour les nuls. Aïe. Sophie vit quelque chose de similaire. Des pestes qui décident qui est in et qui est out en fonction des chaussures que vous portez. C'est brutal à cet âge. Ils essaient de découvrir qui ils sont, mais ils le font en se détruisant mutuellement. Camille a entouré sa tasse de ses mains. Parfois, je me demande si nous ne les laissons pas tomber d'une manière ou d'une autre.
Si l'exemple que nous donnons en tant qu'adultes n'est pas assez bon. L'ironie ne m'a pas échappé. Que voulez-vous dire? Oh, je ne sais pas. La course constante, l'accent mis sur le travail et les réussites au lieu des relations, la façon dont nous, les adultes, nous nous traitons parfois. Elle a fait une pause, semblant peser soigneusement ses mots. Mon mari travaille constamment, 60, 70 heures par semaine. Les enfants le voient à peine, et quand ils le voient, il est distrait, vérifiant ses emails, prenant des appels. Ça doit être dur pour vous. Ça l'est, mais je savais à quoi je m'engageais en l'épousant. Ou du moins, je le pensais. Elle a pris une gorgée de son café. Et vous? Votre femme travaille souvent tard, vous disiez. De plus en plus ces derniers temps. Elle est aux ressources humaines dans une entreprise de technologie et apparemment, il y a toujours une crise qui nécessite son attention. RH. L'expression de Camille a légèrement changé. C'est un travail intéressant. Très axé sur les gens. Oui, elle a toujours été douée avec les gens. Parfois, je pense qu'elle est meilleure avec ses collègues qu'avec sa propre famille. Les mots m'ont échappé avant que je puisse les retenir, et j'ai vu les yeux de Camille s'aiguiser de compréhension. Je suis désolé, a-t-elle dit doucement. Ça doit être solitaire. Ça l'est, j'ai rencontré son regard. Mais je commence à penser que ça n'a pas à l'être. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment, tous deux perdus dans nos pensées. Puis le téléphone de Camille a vibré et elle l'a regardé avec une irritation évidente. Eric, ai-je deviné? Son assistante. Apparemment, il a besoin que j'annule nos plans pour dîner ce soir parce qu'il doit encore travailler tard. Elle a posé le téléphone plus fort que nécessaire. 3e fois ce mois-ci. Je suis désolé. C'est nul. Vous savez quel est le pire? C'est que je m'en fiche. Avant, je me mettais en colère, j'essayais de lui faire comprendre à quel point ces choses comptaient pour moi. Maintenant, je ne ressens plus rien. Peut-être que ce n'est pas le pire. Peut-être que c'est le début de la découverte de ce que vous voulez vraiment. Elle m'a regardé avec surprise. Vous êtes très perspicace pour quelqu'un que je viens de rencontrer. Je me suis beaucoup entraîné à la déception ces derniers temps. Ça vous apprend des choses. Et qu'est-ce que ça vous a appris? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Que parfois, la personne que vous pensez avoir épousée n'est pas la personne que vous avez réellement épousée. Et que peut-être, au lieu d'essayer de réparer quelque chose qui est fondamentalement brisé, vous devriez vous concentrer sur la recherche de quelque chose qui fonctionne vraiment. Camille est restée silencieuse un long moment, étudiant mon visage. C'est soit très sage, soit très dangereux. Peut-être les deux. Son téléphone a de nouveau vibré et cette fois, elle l'a complètement ignoré. Parlez-moi de vos filles, a-t-elle dit. Comment sont-elles? J'ai passé les 20 minutes suivantes à parler de Sophie et Emma, de leur personnalité, de leurs rêves, de leurs bizarreries. Camille a écouté avec un intérêt sincère, posant des questions et partageant des histoires sur ses propres enfants. C'était le genre de conversation que j'avais avec Mélissa, à l'époque où elle se souciait plus de notre famille que de sa progression de carrière. Vous êtes un bon père, a dit Camille quand j'ai terminé. Elles ont de la chance de vous avoir. J'essaie. Certains jours, j'ai l'impression de les laisser tomber, comme si je devais faire plus pour garder leur monde stable. Stable ne signifie pas toujours rester dans une mauvaise situation. Parfois, cela signifie avoir le courage d'en créer une meilleure. Nos regards se sont croisés par-dessus la table et j'ai senti quelque chose changer entre nous. Une compréhension, peut-être, ou une reconnaissance. Camille, ai-je dit prudemment. Puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Pensez-vous que votre mari vous est fidèle? La question est restée en suspens dans l'air comme un fil sous tension. Le visage de Camille est devenu très immobile, et pendant un instant, j'ai cru que j'étais allé trop loin. Pourquoi me demandez-vous cela? Parce que je sais que la mienne ne l'est pas, l'aveu m'a surpris moi-même. Je n'avais pas prévu de le lui dire, mais quelque chose dans sa force tranquille m'a donné envie d'être honnête. Je suis désolé, a-t-elle dit doucement. Comment le savez-vous? Des vidéos sur son ordinateur, avec son patron. J'ai ri amèrement. Elle n'essaie même plus de le cacher. Je crois qu'elle veut que je le découvre. Camille a brièvement fermé les yeux. Comment s'appelle son patron? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Éric Dalton. Quand elle a rouvert les yeux,
ils étaient remplis d'une douleur si profonde qu'elle m'a coupé le souffle. Je m'en doutais depuis des mois, a-t-elle murmuré. Les nuits tardives, les voyages d'affaires, la façon dont il regarde son téléphone, mais je ne voulais pas y croire. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû, non. Elle a tendu la main par-dessus la table et a touché la mienne. J'avais besoin de savoir. Merci d'avoir été honnête avec moi. Nous sommes restés là, deux conjoints trahis se tenant la main dans un café, entourés des débris de nos mariages. Que allons-nous faire, a-t-elle demandé. J'ai regardé cette femme belle et intelligente dont le mari était en train de détruire nos familles pour un frisson bon marché avec ma femme, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un but. Nous allons leur faire regretter de s'être jamais rencontrés. Le plan a commencé modestement. Camille et moi avons commencé à nous voir régulièrement, toujours en public, toujours avec des explications plausibles. Un café après avoir déposé les enfants à l'école, un déjeuner au centre commercial pendant que nos enfants étaient en cours, une rencontre fortuite à l'épicerie qui a mené à un dîner dans un restaurant familial. Nous étions prudents, méthodiques, mais nous nous assurions que les gens nous voient. J'ai l'impression que c'est mal, a dit Camille lors de notre 3e déjeuner. Nous étions dans un bistrot branché du centre-ville, le genre d'endroit où les notables de Dallas allaient pour voir et être vus. Quelle partie vous semble mal? Celle où nous avons une conversation réelle sur la vie de nos enfants, ou celle où nous nous traitons avec un respect et une gentillesse élémentaire? Elle a souri avec tristesse. Quand vous le présentez comme ça, nous ne faisons rien que nos conjoints ne fassent pas. Nous le faisons simplement mieux. C'était vrai. Pendant qu'Éric et Mélissa se faufilaient dans des chambres d'hôtel comme des adolescents, Camille et moi construisions quelque chose de réel. Elle était brillante, une ancienne directrice marketing qui avait abandonné sa carrière pour élever ses enfants, mais qui avait toujours l'esprit stratégique qui avait fait son succès. Et elle était drôle, avec un humour pince sans rire qui me faisait rire plus fort que je ne l'avais fait depuis des années. J'ai reçu les relevés de carte de crédit hier, a-t-elle dit en coupant sa salade. 3 débits au Marriott du centre-ville le mois dernier. Toujours les jours où il prétendait être en réunion avec des clients. Le même hôtel où je les ai suivis la semaine dernière. Vous les avez suivis? J'avais besoin de preuves pour le divorce. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les photos que j'avais prises. Rien de trop explicite, juste entrant dans l'hôtel ensemble, sortant 2 heures plus tard l'air satisfait. Camille a étudié les images avec un détachement clinique. Elle est jolie. Vous aussi. Plus important encore, vous êtes intelligente, loyale, et vous vous souciez vraiment de votre famille. Éric disait que j'étais trop intelligente pour mon propre bien. Que les hommes n'aiment pas les femmes qui les défient intellectuellement. Éric est un idiot. Elle a ri. Oui, il l'est. Mais c'est un idiot avec beaucoup d'argent et de relations sociales. Si je divorce, je perds la moitié du temps avec mes enfants et probablement la plupart de notre cercle social. Et si vous n'aviez pas à divorcer? Et s'il divorçait de vous? Que voulez-vous dire? Je me suis penché en avant, baissant la voix. Et si Éric pensait que vous aviez une liaison? S'il était si en colère et humilié qu'il demande lui-même le divorce, se présentant comme la partie lésée. Mais alors, je perdrais quand même. Pas si nous avions d'abord la preuve de sa liaison. Pas si nous nous assurions que tout le monde sache qu'il projetait sa propre culpabilité sur vous. Camille a posé sa fourchette, les yeux brillants d'intérêt. Vous parlez d'un coup monté. Je parle de justice. Cet après-midi-là, nous avons mis en œuvre la première phase. Camille a appelé le bureau d'Éric et a dit à son assistante qu'elle lui faisait la surprise de déjeuner avec lui. Quand elle est arrivée à Dalton Industries, elle a trouvé son bureau vide. Il était au Marriott avec ma femme. Mais elle n'est pas repartie les mains vides. Elle a pris des photos des roses sur son bureau, qu'il ne lui avait jamais rapportées à la maison. Du champagne dans son mini-frigo, qu'il prétendait être pour les réunions avec les clients, et de la boîte de préservatifs dans le tiroir de son bureau, qu'il n'avait pas utilisé à la maison depuis plus d'1 an. C'est plutôt amusant, en fait, a-t-elle admis lorsque nous nous sommes retrouvés ce soir-là dans un café-librairie. J'ai l'impression d'être une espionne. Vous êtes une naturelle. Éric n'a aucune idée de ce qui l'attend. Ni votre femme. C'était vrai. Mélissa était tellement concentrée sur sa liaison qu'elle avait cessé de prêter attention à tout le reste. Elle a à peine remarqué quand j'ai recommencé à faire de l'exercice, quand j'ai acheté de nouveaux vêtements ou quand j'ai commencé à rentrer de mystérieuses courses avec un sourire aux lèvres.
Où étais-tu aujourd'hui, m'a-t-elle demandé ce soir-là, sans lever les yeux de son téléphone alors qu'elle était allongée dans son lit. J'ai déjeuné avec un ami. Quelqu'un que je connais? Je ne pense pas. Juste quelqu'un que j'ai rencontré à l'école des enfants. Elle a fait un bruit non engageant et est retournée à ses textos, probablement à Eric, planifiant leur prochain rendez-vous. Je suis allé dans mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Les papiers du divorce étaient déjà rédigés. J'y travaillais depuis des semaines avec un avocat que Camille m'avait recommandé, mais je n'étais pas encore prêt à les déposer. D'abord, je voulais qu'Eric et Mélissa comprennent exactement ce qu'ils avaient perdu. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai envoyé des fleurs chez Camille. Un magnifique arrangement de roses blanches avec une carte qui disait « Merci d'illuminer ma journée ». Je savais qu'Eric les verrait. Je savais qu'il poserait des questions. Je comptais dessus. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Carter. La voix était froide, autoritaire. Ici Eric Dalton. Bonjour, Eric. Que puis-je faire pour vous? Vous pouvez rester loin de ma femme. J'ai failli rire. L'audace était à couper le souffle. Je suis désolé. Quoi? Ne jouez pas à l'idiot. Je sais que vous tournez autour de Camille, que vous lui envoyez des fleurs, que vous l'emmenez déjeuner. Ça s'arrête maintenant. Eric, je pense que vous vous méprenez. Camille et moi sommes amis. Nos enfants vont à la même école. Je sais ce que vous faites, et je vous préviens. Laissez tomber. Ou quoi? Le silence s'est étiré entre nous, chargé de menaces et de promesses. Ou vous le regretterez, a-t-il dit finalement. Vraiment? C'est intéressant venant de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devriez peut-être moins vous soucier de savoir avec qui votre femme déjeune et plus de savoir avec qui vous déjeunez. Ou devrais-je dire, avec qui vous ne déjeunez pas pendant que vous êtes censé déjeuner avec eux. Un autre silence. Je ne sais pas à quel jeu vous pensez jouer. Je ne joue à rien, Eric. Je suis juste un nerd de l'informatique qui a enfin appris à déboguer sa vie. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Camille. Il sait, ai-je dit quand elle a répondu. Je m'en doutais. Il était très silencieux au dîner. Il n'arrêtait pas de fixer les fleurs. Ça va? Il ne vous a pas fait de mal ou quoi que ce soit? Non, rien de tout ça. Mais il est méfiant. Nous devons être plus prudents. En fait, ai-je dit, je pense que nous devons être moins prudents. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'il est temps de passer à la phase 2. La phase 2 a commencé lors de la vente aux enchères caritatives annuelles du Riverside Country Club. C'était le genre d'événement où l'élite de Dallas se réunissait pour signer des chèques déductibles des impôts et bavarder sur les mariages des uns et des autres. Camille en avait parlé des semaines auparavant. Elle faisait partie du comité d'organisation et Eric serait là, enchérissant sur des forfaits de golf et des vins millésimés. Ce qu'elle n'avait pas mentionné, c'est que Mélissa serait là aussi, en tant que cavalière d'Eric. Je suis arrivé seul, vêtu d'un nouveau costume bleu marine que Camille m'avait aidé à choisir. Elle était déjà là, éblouissante dans une robe de cocktail noire qui donnait l'air surhabillé à toutes les autres femmes de la salle. « Tu es venue » a-t-elle dit, apparaissant à mon coude avec 2 coupes de champagne. « Tu m'as invité. Et puis, c'est pour la bonne cause, non? La meilleure des causes. La vengeance déguisée en charité. » Nous nous sommes mêlés à la foule séparément pendant la première heure, travaillant la salle comme les professionnels chevronnés que nous étions devenus. J'ai discuté avec d'autres parents de l'école, j'ai misé sur quelques articles de l'enchère silencieuse et j'ai joué le rôle du père récemment célibataire essayant de se réinsérer dans la vie sociale. Mais j'observais, toujours. Eric et Mélissa sont arrivés avec un retard calculé, sa main possessivement posée sur le bas de son dos alors qu'ils faisaient leur entrée. Elle était magnifique dans une robe rouge qui coûtait probablement plus cher que le crédit immobilier de la plupart des gens. Il ressemblait au couple de pouvoir parfait, réussi, séduisant, intouchable. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. « Mesdames et messieurs » a annoncé le commissaire-priseur. Notre prochain lot est un week-end d'escapade dans la Napa Valley, offert par la famille Dalton. Commençons les enchères à 5 000 $? J'ai levé ma pancarte. 5 000 $ pour le monsieur en bleu marine. J'entends 6 000? La pancarte d'Eric s'est levée. Il me regardait droit dans les yeux, le regard froid et provocateur.
7 000, ai-je annoncé. 8 000, a contré Eric immédiatement. La guerre des enchères s'est poursuivie, attirant l'attention de toute la salle. Les gens commençaient à chuchoter, sentant le drame. 15 000 $, a dit Eric, sa voix portant à travers la pièce. 20 000, ai-je répondu calmement. Des murmures de surprise parcoururent la foule. 20 000 $ pour un week-end était excessif, même selon les normes du country club. Le visage d'Eric était rouge de colère et d'embarras. 30 000 $. Une fois, a dit le commissaire-priseur, clairement ravi de cette manne inattendue. 2 fois, 50 000 $. La voix venait de derrière moi. Je me suis retourné pour voir Camille, élégante et calme, sa pancarte levée bien haut. 50 000 $ de la part de Madame Dalton. S'est exclamé le commissaire-priseur. Une fois, 2 fois adjugé à Madame Dalton pour 50 000 $. La salle a éclaté en applaudissements. Mais je pouvais voir la confusion sur les visages des gens. Pourquoi Camille Dalton enchérirait-elle contre son propre mari pour un voyage qu'il avait offert? Félicitations, ai-je dit en m'approchant d'elle alors que le lot suivant était mis aux enchères. Merci. J'ai toujours voulu aller dans la Napa Valley. Elle a souri doucement. Bien sûr, j'aurai besoin de quelqu'un pour m'accompagner. Eric est toujours trop occupé par le travail. L'insinuation flottait dans l'air comme un parfum autour de nous. Je pouvais sentir les oreilles se tendre, les radars à potins s'activer. Je serais honoré, ai-je dit, en prenant sa main et en la baisant doucement. Le geste était démodé, romantique, et en totale contradiction avec la dynamique de pouvoir moderne à laquelle ces gens étaient habitués. Il était aussi parfaitement calculé pour rendre Eric fou. Ça a marché. Qu'est-ce que tu crois que tu fais, putain? Eric est apparu à côté de nous, le visage empourpré par la colère et l'alcool. Je félicite votre femme pour sa belle acquisition, ai-je dit d'un ton neutre. 50 000 $ pour la charité. Très généreux. Ne fais pas semblant de ne pas savoir de quoi il s'agit, Eric. La voix de Camille était glaciale. Tu fais une scène. C'est moi qui fais une scène? Tu viens d'enchérir 50 000 $ sur notre propre don pour le donner à quoi, ai-je demandé. La bouche d'Eric s'est ouverte et fermée comme celle d'un poisson. Autour de nous, les gens nous fixaient maintenant, leurs conversations oubliées au profit du spectacle en direct. Messieurs, a suggéré Camille. Un ami. Quelqu'un qui me prête vraiment attention. Tu es ma femme, a sifflé Eric. Oui, je le suis. Peut-être devrais-tu t'en souvenir la prochaine fois que tu travailleras tard au Marriott. Les mots sont tombés dans le silence comme des pierres dans une eau calme. J'ai vu Mélissa pâlir de l'autre côté de la pièce. J'ai vu plusieurs personnes échanger des regards entendus. Eric a attrapé le bras de Camille. Nous partons maintenant. Lâche-moi, Eric. Je me suis rapproché, ma voix calme mais portant clairement dans le silence soudain. La dame vous a demandé de la lâcher. Ça ne vous regarde pas, en fait, c'est devenu mon affaire à l'instant où vous avez décidé de coucher avec ma femme. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Je pouvais pratiquement entendre les mâchoires tomber dans toute la salle de bal. La prise d'Eric sur le bras de Camille s'est resserrée. Espèce de fils de, lâchez-la. Ma voix était toujours calme, mais il y avait de l'acier dedans maintenant. Je ne le demanderai pas une seconde fois. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait vraiment me frapper. Une partie de moi l'espérait. Cela rendrait tout ce qui allait suivre tellement plus facile. Mais Eric Dalton était un homme d'affaires, pas un combattant. Il a relâché le bras de Camille et a reculé, le visage tordu de rage et d'humiliation. Ce n'est pas fini, a-t-il dit. Non, ai-je convenu. Ça ne l'est pas. Il s'est retourné et s'est dirigé vers la sortie, laissant Mélissa seule dans sa robe rouge, au centre de l'attention pour toutes les mauvaises raisons. Elle a regardé désespérément autour d'elle, puis s'est dépêchée de le suivre. Eh bien, a dit Camille dans le silence. C'était spectaculaire. Quelques personnes ont ri nerveusement. Le commissaire-priseur, clairement décontenancé, a appelé le lot suivant. Ça va, ai-je demandé doucement à Camille. Parfaitement, a-t-elle souri. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, son sourire a atteint ses yeux. Absolument parfait. Nous sommes restés encore 1 heure, engageant des conversations polies et faisant comme si rien d'inhabituel ne s'était produit.
Mais je pouvais voir les rouages tourner dans l'esprit des gens, les réseaux de commérage s'activaient. Le lendemain matin, toute la haute société de Dallas saurait qu'Eric Dalton trompait sa femme avec l'épouse de quelqu'un d'autre, et que sa femme trouvait apparemment du réconfort ailleurs. La guerre n'était plus secrète, et nous étions en train de gagner. Les retombées de la vente aux enchères caritatives ont été rapides et impitoyables. En 24 heures, le téléphone de Camille n'arrêtait pas de sonner, des amis voulant des détails, des journalistes flairant une histoire, et les associés d'Eric soudain très intéressés par la stabilité de sa vie personnelle. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence, m'a dit Camille lorsque nous nous sommes retrouvés dans un petit café de l'autre côté de la ville. Apparemment, certains investisseurs s'inquiètent du jugement et du caractère d'Eric. Bien. Et Mélissa? Elle a été mise à pied de son travail en attendant une enquête. Quelque chose à propos de relations inappropriées avec des fournisseurs. Le sourire de Camille était acéré. J'ai peut-être passé quelques appels aux bonnes personnes. Je l'avais sous-estimée. Camille Dalton n'était pas seulement belle et intelligente. Elle était impitoyable quand il le fallait. Il y a plus, a-t-elle poursuivi. J'ai engagé un détective privé il y a 6 mois. J'ai des preuves des aventures d'Eric, au pluriel, depuis des semaines. Des aventures, au pluriel? Mélissa n'est pas la première. Elle est juste la plus récente. Camille a sorti un épais dossier en manille. 3 autres femmes au cours des 2 dernières années. Le détective a des photos, des reçus d'hôtel, des relevés de cartes de crédit, tout. Je la fixais. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Parce que j'avais besoin de voir quel genre d'homme vous étiez d'abord. Si vous n'étiez qu'un autre mari infidèle cherchant une excuse, ou quelqu'un qui se souciait vraiment de faire ce qui est juste. Et j'ai réussi le test? Le dossier contenait suffisamment de preuves pour détruire Eric Dalton 10 fois. Des photos de lui avec diverses femmes, des documents financiers montrant des paiements pour des chambres d'hôtel et des cadeaux coûteux, même des conversations téléphoniques enregistrées où il se vantait de ses conquêtes à ses amis. C'est nucléaire, ai-je dit en parcourant les pages. Oui, ça l'est. La question est de savoir comment nous l'utilisons. La réponse m'est venue ce soir-là alors que j'aidais Sophie avec ses devoirs. Elle travaillait sur un projet d'études sociales sur les systèmes de justice et elle m'a demandé ce que je pensais que la justice signifiait. La justice, lui ai-je dit, c'est quand les gens assument les conséquences de leurs choix. Quand quelqu'un qui fait du mal aux autres doit réparer ses torts. Mais s'ils ne veulent pas réparer leurs torts? Alors, parfois, d'autres personnes doivent s'assurer que la justice soit faite. Le lendemain matin, j'ai appelé le bureau d'Eric. Monsieur Dalton est très occupé, a dit son assistante. Il ne prend pas d'appel dites-lui que c'est à propos des photos, ai-je interrompu. Il prendra l'appel. 30 secondes plus tard, la voix d'Eric est apparue au bout du fil. Qu'est-ce que vous voulez? Une rencontre. Juste vous et moi. Et pourquoi ferais-je ça? Parce que si vous ne le faites pas, ces photos de vous avec Mélissa, Jennifer, Rebecca et Sarah seront à la une du Dallas Morning News demain. Silence. 1 heure, a-t-il dit finalement. Parking du centre commercial North Park, niveau 3. Je suis arrivé en avance et j'ai attendu. Eric est arrivé exactement à l'heure, conduisant sa Porsche argentée comme si c'était une arme. Il s'est garé en face de moi et est sorti, son visage un masque de rage à peine contenu. Qu'est-ce que vous voulez, a-t-il exigé. Des excuses. Il a ri amèrement. Pourquoi? Pour avoir détruit mon mariage? Pour avoir humilié mes enfants? Pour avoir pensé que vous pouviez prendre tout ce que vous vouliez sans conséquence? Votre mariage était déjà détruit. J'ai juste aidé votre femme à réaliser ce qui lui manquait. Et c'était quoi? Un vrai homme. J'ai presque souri. Eric, vous êtes un PDG d'âge mûr qui doit payer des chambres d'hôtel pour que des femmes couchent avec vous. Vous n'êtes pas un vrai homme. Vous êtes un cliché pathétique. Ses mains se sont serrées en poing. Vous vous croyez si malin, n'est-ce pas? Vous pensez avoir gagné quelque chose? Je sais que oui. Et qu'est-ce que vous pensez avoir gagné, exactement? Ma femme? Elle ne fait que vous utiliser pour se venger de moi. Peut-être, mais au moins elle m'utilise honnêtement, ce qui est plus que ce que je peux dire de ce que vous avez fait avec la mienne. Mélissa est venue à moi, a dit Eric. Elle était malheureuse, insatisfaite. Je lui ai donné ce dont elle avait besoin.
Vous lui avez donné une crise de la quarantaine et une maladie sexuellement transmissible. Eric a pâli. Quoi? J'ai sorti un bout de papier. Des résultats de laboratoire du médecin de Mélissa, obtenus grâce à un piratage créatif de sa boîte email. Chlamydia. Elle s'est fait tester la semaine dernière après avoir remarqué quelques symptômes. Devinez d'où elle l'a attrapé? Ce n'est pas je ne, la question est de savoir à combien d'autres femmes vous l'avez transmise? Jennifer, Rebecca, Sarah votre femme? Eric a reculé comme si je l'avais frappé. Vous mentez. Vraiment? Voulez-vous parier votre mariage là-dessus? Pendant un long moment, nous nous sommes regardés à travers le parking. Deux hommes dont les vies s'étaient entremêlées de la pire des manières. Qu'est-ce que vous voulez? A de nouveau demandé Eric. Mais sa voix était différente maintenant, vaincue. Je veux que vous avouiez à votre femme, à votre conseil d'administration, à tout le monde. Je veux que vous admettiez ce que vous avez fait et que vous en assumiez les conséquences. Et si je ne le fais pas? Alors je publie tout. Les photos, les documents financiers, les rapports médicaux. L'action de votre entreprise s'effondrera. Votre femme vous prendra tout ce que vous possédez, et vous aurez de la chance de trouver un travail de manager dans un McDonald's. Eric est resté silencieux pendant un long moment, fixant le sol en béton. Vous avez vraiment bien réfléchi à tout ça, a-t-il dit finalement. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. 3 mois, pour être exact. Et Mélissa? Quoi, Mélissa? Allez-vous la détruire, elle aussi? J'ai réfléchi à la question. Mélissa s'est détruite toute seule. Je m'assure juste que tout le monde le sache. Ce soir-là, je me suis assis avec Sophie et Emma et je leur ai dit que leur mère et moi allions divorcer. Ce fut l'une des conversations les plus difficiles de ma vie, mais elle méritait la vérité. C'est à cause de nous, a demandé Sophie, des larmes coulant sur son visage. Non, ma chérie. C'est parce que parfois, les adultes font de mauvais choix, et ces choix ont des conséquences. On verra encore maman? Bien sûr. Elle est toujours votre mère et elle vous aime très fort. Mais elle ne t'aime plus, toi? J'ai réfléchi à la manière de répondre. Je crois qu'elle a oublié comment aimer qui que ce soit d'autre qu'elle-même. Mais c'est son problème, pas le vôtre. 3 jours plus tard, Eric Dalton a tenu une conférence de presse. Debout à côté de son avocat, il a avoué de multiples liaisons extra-conjugales et a annoncé sa démission en tant que PDG de Dalton Industries. Le cours de l'action a chuté. Le conseil d'administration l'a licencié sur le champ et sa femme a demandé le divorce le même après-midi. Mélissa a perdu son travail, sa réputation et la moitié de tout ce que nous avions construit ensemble. Elle a emménagé chez sa mère et a commencé à travailler comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Camille et moi avons obtenu nos divorces en 6 mois. Nous avons partagé la garde de nos enfants, gardé nos maisons et sommes repartis avec notre dignité intacte. Et 6 mois après, j'ai demandé à Camille de m'épouser. Elle a dit oui. Notre mariage a été petit, intime, en présence seulement de nos enfants et de nos amis les plus proches. Pas de salle de bal de country club, pas de photographe de la haute société, pas de drame. Juste 2 personnes qui s'étaient trouvées dans les décombres de leurs vies antérieures et avaient décidé de construire quelque chose de mieux. Le regrettes-tu parfois, m'a demandé Camille lors de notre lune de miel dans la Napa Valley, le voyage qu'elle avait gagné à la vente aux enchères. Quelle partie? Tout. La vengeance, la destruction, la façon dont nous avons géré tout ça. J'y ai réfléchi en regardant le coucher de soleil sur les vignobles. Non. Ils ont fait leur choix. Nous nous sommes juste assurés qu'ils en assument les conséquences. Et nous? Ce que nous avons maintenant? Je les serrai contre moi. Ceci n'est pas une vengeance, Camille. C'est la justice. Elle a souri et m'a embrassé, et j'ai su qu'elle comprenait. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la destruction. C'est de construire quelque chose de tellement mieux que vos ennemis ne peuvent que regarder et regretter ce qu'ils ont jeté. Eric Dalton a fini par gérer une petite agence d'assurance à Tulsa. Mélissa a épousé un comptable divorcé et a déménagé à Phoenix. Et Camille et moi, nous sommes toujours ici à Dallas, élevant nos 4 enfants ensemble, assistant aux événements scolaires et aux ventes aux enchères caritatives, vivant la vie pour laquelle nos anciens conjoints se croyaient trop bien. Parfois, je vois le nom d'Eric dans la section économique du journal, généralement en lien avec une entreprise en faillite ou un scandale mineur. Parfois,
Je me demande s'il pense à l'empire qu'il a perdu pour quelques après-midi dans des chambres d'hôtel bon marché. Mais pas très souvent. Je suis trop occupé à être heureux.